Bonjour à tous, bienvenue pour la tactique du jour sur échec et pédagogie. Salut Romu. Salut à tous, salut Laurent. Alors aujourd'hui, une partie entre une légende des échecs, on va dire, Mayachi Bourdanidze, célèbre championne du monde, qui mène les Noirs et qui joue contre un grand maître peut-être moins célèbre, mais quand même très très fort, Igor Glek. Le trait est au noir, donc la championne du monde est à l'attaque, et votre mission c'est de trouver comment elle a mené à bien cette attaque. Donc mettez en pause la vidéo, cherchez par vous-même, cherchez à vous mesurer à la championne du monde, et ensuite quand vous remettrez en lecture, Romu va vous dévoiler la fin de cette partie spectaculaire. Alors effectivement, les Noirs sont à l'attaque, ils ont sacrifié un pion. On peut facilement imaginer que cette position découle d'une sicilienne. On voit les rocs opposés. Les Noirs ont choisi le grand roc, tandis que les Blancs, les C'est le Blancs ont contraire. choisi le roc, pardon, et les Noirs ont choisi le petit roc. Je vais y arriver. Les Blancs ont d'ailleurs lancé leur pion en H5 et G5 pour, bon ça c'est une technique assez traditionnelle dans la sicilienne avec les Blancs pour essayer d'éventrer le roc des Noirs, notamment en préparant le coup G6 pour ouvrir des lignes et ainsi pouvoir plus facilement attaquer. Mais pour l'instant, les pions n'ont pas encore touché l'armée noire et donc les lignes sont pour l'instant encore fermées. Donc, ce qui laisse l'initiative aux Noirs, et en tout cas, ils ont la possibilité de regarder de l'autre côté sur le grand roc des Blancs et tenter donc d'essayer d'attaquer ce roi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à leur disposition pour attaquer le roi? On voit notamment la présence du cavalier en C4, qui bien sûr semble être la fierté de la position noire, puisque il rôde de manière assez proche du roi noir et du roi blanc, je vais y arriver, et donc a un œil sur le cavalier D2, la case E3, le pion B2, qui est quand même un pion du roc, et éventuellement la case A3. Donc il est certes attaqué par les pièces blanches, mais en tout cas il est un attaquant sérieux dans le camp des noirs. Ensuite, la dame en C6 est aussi relativement bien placée. Elle se trouve sur la colonne C, donc face au roi blanc. Le pion A4 est également plutôt intéressant puisqu'il a le mérite de contrôler la case B3 et également une autre possibilité serait de s'avancer jusqu'en A3 pour faire des trous dans le grand roc des blancs. Le fou en F8 semble loin des opérations, mais en fait est extrêmement précieux puisqu'il dispose d'une belle diagonale jusqu'en A3. Et donc, de F8, il peut viser le roi blanc, donc il peut se joindre à l'attaque. Donc, il est loin, mais on va compter sur lui. Ça va être un allié précieux pour s'en prendre à ce pauvre roi blanc. Et enfin, les tours. Donc, il y a une tour en E8 qui est bien placée sur sur une colonne ouverte. Donc, on pourrait imaginer qu'elle puisse rentrer peut-être plus tard dans le camp des Blancs et peut-être la case E1 ou la case E2 si ces cases-là venaient à être disponibles. Et la tour en A8 qui est en soutien du pion A, qui pour le moment ne participe pas encore trop efficacement à l'attaque. On pourrait imaginer aussi qu'elle puisse coulisser sur la colonne C si celle-ci venait à s'ouvrir. Bon, la tour est à disposition, mais pour l'instant, elle ne participe pas trop. Donc, je l'ai dit, on a un pion de moins quand même avec les noirs. Les blancs ne sont pas spécialement menaçants. Comme je l'ai dit, ils ont gardé leur pion en H5, G5, donc pour le moment, il n'y a pas encore de conflit direct avec le petit roc des noirs, donc les noirs ont encore un peu de temps devant eux. Mais il faut aller vite quand même parce que le cavalier C4 est attaqué. Donc il faut prendre une décision et on a un pion de moins. Donc il est clair qu'on va chercher des coups assez dynamiques et qui font des menaces. On va évidemment pas s'amuser à reculer les pièces dans cette position. Et donc, puisqu'on ne veut pas reculer, on va regarder ce qu'on peut faire vers l'avant. Et ce cavalier en C4 a la possibilité de se sacrifier sur B2. Donc ce sont des sacrifices qu'il faut toujours regarder. Alors parfois c'est à couleur inversée, on imagine un cavalier sur F5 qui se sacrifie sur le petit roc en G7. L'idée étant d'éliminer un défenseur du roi blanc, à savoir le pion B2.
et donc de l'échanger contre un attaquant qui est le cavalier C4. Mais l'important aux échecs, c'est pas ce qui disparaît, mais c'est ce qui reste sur l'échiquier. Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester une dame en C6 qui maintenant peut viser directement le roi blanc. Le pion en A4 n'est pas trop loin. Le fou en F8 est également, on l'a dit, assez utile et pourra viser facilement le roi blanc. Et même les tours pourront participer. Donc il y a quand même l'armée entière noire qui va pouvoir attaquer le roi blanc, et on ne peut pas vraiment dire que l'armée blanche soit à 100% dédiée à la défense de leur roi. Ce qu'on pourrait ajouter aussi, c'est qu'on élimine le seul pion D3 qui défendait les cases noires, ce qui signifie qu'une fois que ce pion disparaît, les cases noires vont devenir très très faibles. Si on avait éliminé le pion A2 ou le pion C2, la case B3 restait sous contrôle du pion qui serait resté sur l'échiquier. Donc le fait d'éliminer celui qui est au milieu, ça va tout de suite donner une grande faiblesse sur une couleur. Ça tombe bien, comme par hasard, on a un fou en F8 sur cette couleur-là. Bon, après, je veux pas dire la fin non plus. Donc cavalier prend B2. Alors, comme d'habitude, il faudrait commencer par calculer l'acceptation du sacrifice, mais c'est ce qu'a joué Gleck dans la partie, donc on va se demander s'il n'y a pas d'autres options. Que fait le cavalier en B2? Mis à part essayer de détruire le roc, il attaque aussi une qualité sur F1. Donc, de façon très basique, on aurait pu se dire qu'est-ce qui se passe si la tour s'en va, par exemple, sur F1. Alors, on sent que ça respire pas la santé, mais tu vas quand même nous indiquer comment Tibordanidze aurait terminé sur ce coup-là. Bah, il faut continuer l'attaque, et donc là, le coup qui vient à l'esprit, c'est Dame C3, qui fait deux choses en même temps, donc ça a plutôt la tête d'un bon coup, ça défend le cavalier B2, et en même temps ça attaque la tour D4. Et cerise sur le gâteau, on pourrait imaginer la case A1 qui serait disponible après avoir enlevé le cavalier. Donc Dame C3 est vraiment un coup très très fort. Donc la tour étant attaquée, il faut la bouger, donc par exemple tour E4. Et maintenant, on peut faire cavalier D3 échec. Donc roi D1. Ouais, roi B1 n'est pas possible à cause de ce mat basique. Donc roi D1, on est d'accord. Et là, on va éliminer le fou. De toute façon, ce cavalier a rempli sa mission, on va dire, en prenant B2 et en détruisant le roc blanc. Et après, cavalier prend F4, tour prend F4. On comprend que ça a ouvert la colonne. Le roi ne peut pas s'échapper. Et donc, on va pouvoir assez rapidement passer la surmultiplier et venir faire un mat en quelques coups. Bon, on pourrait se contenter d'avoir un cavalier d'avance, mais la deuxième tour va arriver sur D8. On se doute que notre avantage est bien plus grand qu'un fou d'avance. Donc Gleck n'a pas trop le choix, même s'il avait déjà probablement anticipé ce qui allait lui arriver, il n'a pas trop le choix, il doit accepter ce cavalier. Et là, le festival continue. Oui, maintenant qu'on a sacrifié le cavalier et qu'on a ouvert le roc blanc, il faut évidemment battre le fer tant qu'il est chaud. Et tu l'as dit tout à l'heure, les cases noires sont très affaiblies par la disparition du pion B2. Donc c'est sans surprise qu'on va essayer d'attaquer sur ces cases-là. Et donc le fou F8 va intervenir, et en se sacrifiant sur A3. Donc le ça, fameux coup de l'aspirateur. Hein. Voilà, c'est un thème assez classique, c'est des thèmes tactiques que l'on rencontre assez fréquemment pour aspirer justement le roi, qui ne peut pas prendre vraiment le fou, puisque après roi prend A3, suivrait dame C3 échec, et on voit que le roi est complètement bloqué, donc le seul coup légal, c'est cavalier B3. Mais ça permettrait pion prend B3 qui ouvre la colonne A et qui donc va rapidement faire mat, puisque le seul coup, encore une fois, c'est tour A4. Et là, on fait pion prend C2, mat. Ouais, et on voit que le roi qui a été aspiré donc, est beaucoup plus vulnérable évidemment sur la troisième rangée que sur la première. Donc après fou A3, Gleck a permis à son adversaire de finir en beauté, avec probablement quelque chose qu'il avait vu lui-même, puisque sur roi B1, Tibordanidze a pu jouer dame C3, donc qui a le mérite de menacer mat sur B2. La seule façon à peu près correcte d'empêcher ce mat, c'est cavalier C4. Et ici, je te laisse annoncer le dernier grand coup du feu d'artifice. C'est gentil. Donc effectivement, les blancs défendent la case B2.
mais par la disparition du pion en B2 et donc l'apparition du fou sur A3, on voit que le roi blanc est vraiment très mal en point puisque la case C1 n'est plus disponible, la case A1 n'est pas disponible également puisqu'il y a la dame en C3. Et donc ça peut donner des idées de mat du couloir avec notamment la tour en E8, on l'a dit tout à l'heure, et qui est très bien placée puisqu'elle est sur une colonne ouverte. Et donc pour l'instant, il y a un défenseur de la première rangée, à savoir la tour D1, mais par une petite tactiquette, on a la possibilité de dévier justement cette tour de la défense de la première rangée par le coup dame prend D4, donc il prend une tour, et évidemment la dame n'est pas comestible puisque après tour prend D4, on aurait tour E1 échec, sur tour D1, tour prend D1, fou C1, tour prend C1, mat. Avec un joli mat, ouais. Et en plus de prendre une tour, la dame sur D4 fait un festival, hein. Elle attaque la tour, le cavalier, le fou. On a déjà une qualité d'avance, on a l'attaque, on va encore gagner du matériel. Là, il était temps de s'avouer vaincu pour les blancs et d'admettre que Tibourdanidze avait été vraiment extrêmement précise dans son attaque. Et ça s'est vraiment fini beaucoup plus vite que ce qu'on aurait pu penser, parce que quand tu nous as fait le bilan de la position, enfin de l'observation de la position, certes les noirs semblaient peut-être un tout petit peu en avance avec ce pion sur A4 qui donnait de l'espace pour la tour, et le cavalier typique de la sicilienne sur C4, mais voilà, il était difficile d'imaginer que dans 5 ou 6 coups la partie allait s'arrêter. Donc vraiment extrêmement, une précision extrême de la part de Tibourdanidze qui a fait preuve de la violence nécessaire pour prouver son avantage. Et merci à toi Romu pour nous l'avoir présenté de façon aussi claire. On espère que vous avez trouvé cette tactique qui était accessible mais qui nécessitait quand même d'avoir vu quelques idées, d'avoir été précis dans le calcul. Donc bravo à vous si vous avez vu tout ça. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous aviez trouvé ou non. Et si vous avez apprécié notre présentation de cette tactique, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est notre moyen de savoir que vous avez apprécié notre travail et de nous donner envie de continuer. On vous dit à très très vite sur Échec et Pédagogie. Au revoir, à bientôt.